est-ce que les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, telles que j'ai pu le montrer, ont des limites d'utilisation par rapport à l'intensité des événements rencontrés? Est-ce qu'il y a une limite dans le raisonnement? Certainement. C'est-à-dire que on réalise ces ouvrages pour des paramètres de projet. Alors, on les définit en fonction d'une probabilité d'occurrence. Par exemple, pour les bassins de retenue, il est conseillé de faire les calculs pour des pluies centennales, en s'assurant malgré tout que les systèmes vont bien résister à ces pluies centennales. Et on est quand même aussi amené à se demander qu'est-ce qu'il advient de l'eau s'il se produit une pluie de fréquence plus rare. Donc, il y a toute une réflexion à faire autour de ces problèmes. Et pour les aménagements non conventionnels, qu'on va dire les techniques alternatives, se pose bien sûr la question du devenir de ces techniques, parce que sur le papier et en simulation, ça peut marcher très bien, mais si derrière, ça n'est pas suivi d'un entretien correspondant, par exemple, pour les bassins d'infiltration, on sait très bien que les bassins d'infiltration vont jouer leur rôle de façon efficace jusqu'à un certain point, parce qu'ils finissent toujours par s'obturer par infiltration de matière en suspension, et périodiquement, il faut les curer ou les remettre en état. Autrement dit, un aménagement non conventionnel, alors qu'un tuyau va évacuer de l'eau tant qu'il est en état de fonctionner, qu'il n'est pas obstrué, qu'il n'est pas bouché. Sur les techniques alternatives, on est confronté au problème de la maintenance, de l'entretien en devenir, parce que ces ouvrages ont des durées de vie qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. Et si le service d'entretien n'est pas à la hauteur derrière, on peut avoir des surprises et se retrouver avec des ouvrages qui ne jouent plus le rôle pour lequel ils avaient été conçus au départ. Mais on est quand même toujours un peu obligé, indépendamment des problèmes de vieillissement de ces ouvrages, d'étudier ce qui se passerait en cas d'événements exceptionnels. Je pense que les simulations de phénomènes exceptionnels sont toujours intéressantes et on peut le faire avec les outils modernes d'aujourd'hui pour voir ce qu'il advient finalement de ces ouvrages lorsqu'ils ne sont plus en capacité d'absorber quoi que ce soit. C'est-à-dire où va finalement aller l'eau excédentaire qui n'est plus absorbée par les ouvrages. C'est quand même nécessaire. Ça veut dire que c'est une étude qui nécessite d'étudier la vulnérabilité des quartiers sur lesquels ils sont implantés. Il y a eu d'ailleurs dans le passé plusieurs situations où l'on a eu des ouvrages non conventionnels comme des bassins de retenue où les digues ont été détruites par des pluies exceptionnelles et où ça a entraîné bien sûr des ruissellements à l'aval tout à fait considérables avec des dangers éventuels si ces écoulements se précipitent vers des zones habitées, etc. Là aussi, il faut étudier ça avec précision. Tout à fait. Donc, pour toi, Michel, ce n'est pas une mode de faire des techniques alternatives, c'est vraiment justifié, mais ça a quand même ses limites, c'est ça? Les limites, elles sont dans la capacité que la collectivité a à entretenir ses ouvrages. Pour qu'ils puissent jouer le rôle qui leur a été affecté au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus des égoutiers, bien sûr. Hein. Autrefois, l'entretien des égouts, c'est des gens à l'intérieur qui poussaient du sable, qui sortaient qui épuraient, etc. On est maintenant à un nouveau dispositif, de nouveaux dispositifs, mais pour lesquels il faut penser également leur devenir, leur entretien, comment ça fonctionne et comment on peut s'assurer qu'ils vont toujours donner le service qu'ils sont supposés rendre. Parce que là-dessus, j'avais beaucoup discuté, j'ai fait venir Bernard Chocat à Saint-Nazaire lors d'un colloque. Et effectivement, je sais que Bernard, il est à fond, je dirais, sur la promotion des techniques alternatives. Et la question que je me posais, c'est est-ce que pour des événements que vous vivez sur Montpellier, est-ce que l'ouvrage, est-ce qu'il va vraiment servir à quelque chose et derrière cette question-là, Michel, je sais que c'était Nîmes et Montpellier, d'ailleurs, ou Arles, qui avaient été fortement inondés de mémoire, c'est en 88. Est-ce que tous les gros projets d'investissement qui ont été mis en place dans ces collectivités-là ont porté leurs fruits? Est-ce qu'on était sur des raisonnements en solution ouvrage, bassin de rétention simplement?
Ou est-ce qu'à l'image de ce qu'a pu faire la commune de Douai, de mémoire dans le Nord, et portée par l'Adopta, des notions un peu de ce que j'appelle de désimperméabilisation, c'est-à-dire de déconnexion de branches de tuyaux pour essayer justement plutôt de réinfiltrer l'eau sur des squares, espaces verts, etc. Donc voilà, un petit peu, qu'est-ce que tu Alors, penses? Douai, c'est une situation extrême, puisque leur objectif à Douai, c'est zéro rejet. Donc le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Et puis, c'est peut-être une région aussi où on n'est pas confronté à des intensités de précipitation comparables à celles qu'on a à Nîmes, par exemple. Mais c'est vraiment la vision, Douai, c'est vraiment la vision extrême. Hein, les zéro rejet, ça veut dire qu'on n'a pratiquement plus de sortie d'eau des zones qui sont urbanisées. Pour Nîmes, par exemple, moi je me suis intéressé au problème, et j'y ai travaillé d'ailleurs. Quand on a eu la suite des événements de 88, la question a été de savoir comment on pouvait mettre la ville en sécurité. Et on a tout de suite pensé, en fait, parce qu'on ne pouvait pas faire d'infiltration, on a pensé bien sûr aux dispositifs de stockage. Mais les dispositifs de stockage sont quand même limités, il faut avoir de l'espace. Le volume de la crue sur Nîmes, c'était de l'ordre de 22 millions de mètres cubes et on disposait au maximum, en utilisant en particulier des anciennes carrières ou des choses comme ça, on disposait au maximum de 4 à 5 millions de mètres cubes de stockage. Donc ça veut dire que les ouvrages qui ont été réalisés à Nîmes permettent d'assurer une protection à peu près quarantenale. C'est à peu près tout ce que l'on a pu arriver à faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a des projets, il me semble, pour continuer à faire du stockage dans d'autres espaces, essayer de gagner encore quelques millions de mètres cubes par-ci, par-là. Mais on est toujours face à un problème qui est celui de la pluie exceptionnelle. Par exemple, en France, le record de France de précipitation en 24 heures est détenu par une station, ça avait fait d'ailleurs controverse à l'époque, Valrog, avec 950 mm dans la journée. Que devient une ville quand elle prend 950 mm? Alors évidemment, on l'a vu une fois, ce qui veut dire que ça pourra se reproduire. Il y a eu la même chose dans les Pyrénées-Orientales en 1940 avec la fameuse Aiguette, où là, le record des précipitations en 3 jours, c'est à Saint-Laurent-de-Cerdan, c'était 1,70 m, 1700 mm en 3 jours. Est-ce qu'on est capable de maintenir, de contenir des écoulements pareils? Non. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les phénomènes naturels sont tels qu'on ne peut plus les contrôler et que quel que soit l'aménagement qu'on a réalisé, on ne peut plus assurer qu'il pourra garantir la sécurité, mais on ne peut également pas non plus assurer qu'il a aggravé la situation. C'est-à-dire que le phénomène naturel était tel qu'en fait, ces conséquences dommageables n'ont pas été le fait des aménagements qui avaient été faits. Alors bien sûr, si on construit dans des trous, la façon dont on fait la ville peut avoir des conséquences sur les effets d'un phénomène exceptionnel. Mais malgré tout, le bon sens veut qu'on ne puisse pas garantir la protection contre n'importe quel phénomène. Ok.